Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. Nous avons voulu, moi et mes collègues ici présents, vous raconter un petit peu tout ce que l'on a fait courant d'année 2018-2019, puisque nous étions ici présents. Alors c'était à l'hôpital de Castres l'an dernier, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents. Et nous avions fait une session sur notre feuille de route autour du développement de la télésanté au sein du CHU de Toulouse. Voilà. Moi je travaille comme médecin rééducateur sur la CHU de Toulouse et depuis peu, avec une collègue qui s'appelle le professeur Soto, qui est gériatre, vous avez été désigné comme responsable de la mission e-santé, on va dire, le développement de la télésanté au sein du CHU de Toulouse. Donc c'est tout récent. Et donc à ce titre, et avec mes collègues, on va vous dire un peu tout ce que l'on a fait autour de ce sujet. Nous avons 1 heure. Il y a une collègue qui n'est pas là, qui n'est pas arrivée, c'est Madame Navarre, qui devrait arriver, je pense, en cours de session, qui est censée nous parler de un truc qui s'appelle Innov-Pol, voilà, qui est aussi une création de cette année au sein du projet d'établissement. Alors, mais pour commencer, déjà vous rappeler le cadre un peu de notre action, et vous rappeler très simplement la e-santé et plus précisément ce qu'on appelle la télésanté, qu'on distingue bien de tout ce qui est système d'information. Et ici, il y a Nicolas Laporte, qui est le directeur de la DCO, et qui s'occupe plus précisément de ce thème-là, mais qui, pour nous, sémantiquement différent de ce qu'on appelle la télésanté, qui, comme vous le savez, regroupe les activités de télémédecine au sens général, avec récemment le télésoin qui vient d'être créé, mais aussi toutes les autres activités comme la télééducation, le téléaccompagnement, la télécoordination, qui sont des termes qui sont encore imprécis, ou en tout cas pas bien définis, mais qu'on a voulu intégrer dans ce projet de télésanté. Et au milieu, la connexion entre les deux, c'est évidemment toutes les datas qui vont évidemment transiter entre les deux systèmes et sur lequel va se baser ce qu'on espère être un jour le big data qui va nous aider à améliorer nos pratiques. Alors la diapo que je vous montre là, c'était la diapo de l'an dernier, et c'était notre feuille de route qui présentait un petit peu la stratégie de la e-santé au sein de l'établissement. Alors on avait évidemment au milieu un projet d'établissement. Et ce projet d'établissement est une sorte de plaque tournante qui dépendait d'un côté d'un système d'information qui était au service des soignants et du CHU. Donc on avait un SI médical et médico-technique, puis un SI plutôt gestion, pilotage de l'établissement. On avait de l'autre côté, plus en bas, création d'une plateforme de big data sur laquelle on avait un peu avancé l'an dernier. Et un troisième élément qui était clé, qu'on avait en feuille de route, c'était la création d'un projet de télésanté avec une unité transversale de télésanté. Donc tout ça répondait d'une logique de cercle vertueux, c'est-à-dire les éléments s'enrichissaient les uns avec les autres. Et tout ça n'avait de sens que si on était sur un socle de système d'information qui était solide, avec une gouvernance et une sécurité de la data qui était important de mettre en œuvre. Et donc nos outils allaient devoir évoluer, et ça allait de pair avec notre évolution dans la prise en charge de la télésanté. À côté de ces deux éléments, nous avions volonté de faire une plateforme d'innovation, et également une plateforme d'enseignement. On vous montrera là où on en est. Alors les critères de notre projet, nos ingrédients de base, étaient déjà de raisonner pas que hospitalo-centré, mais également plutôt une logique hors les murs, hôpital hors les murs, c'est-à-dire que c'est un patient qui est dans son parcours de santé, qui va certes passer par l'hôpital, mais qui va aller également voir les praticiens libéraux, et donc notre logique était vraiment hors les murs, ville, hôpital, domicile. Ça, c'était une dominante forte de notre projet. Le deuxième élément, c'est qu'on avait, nous, idée de travailler de manière précoce, dès le début, avec la région, et notamment l'ARS. Et donc, c'est pour ça qu'on a soumis un projet à approbation auprès de l'ARS, et c'est quelque chose qui est en co-construction avec la logique régionale, qui va également s'appuyer sur les acteurs de santé locaux, que je vous ai résumés ici, les réseaux, les PTA, etc., etc. Et notamment le GPI Occitan, qui est également le pourvoyeur de cette logique régionale. Le troisième point, c'est qu'on a une intériorité de la télémédecine, puisqu'on fait depuis fort longtemps de la télémédecine au CHU de Toulouse. C'est beaucoup autour de la téléconsultation et surtout de la téléexpertise, télé-AVC, domoplay, etc., etc. Et tous ces ingrédients-là étaient gérés d'une manière voilà, on va dire historique, et on est obligé de la mettre au goût du jour puisque les avenants de la sécurité sociale arrivent et la logique de financement change. Et donc on a besoin d'optimiser ce qu'on faisait avant. Et c'est pas rien puisqu'on a quand même 15 000 actes faits par an, recensés donc dans ces activités-là. Et le quatrième point, on veut innover et on veut se tourner vers nouveaux usages. C'est notamment le télésuivi à domicile,
qui n'était pas fait de manière très ample jusqu'à présent, et on veut le développer dans le cadre évidemment de l'article 36 que vous connaissez tous, mais également d'autres projets. Donc c'est les POC, les Proof of Concept, qu'on va développer dans plusieurs domaines, et on va prendre les plus motivés. Donc là, les plus motivés de nos acteurs du CHU, bien sûr, était l'oncogériatrie. On a retrouvé des gens très motivés autour de ce projet, la psychiatrie, également les pharmaciens, autour de la conciliation médicamenteuse avant intervention. Alors, très rapidement, ça c'est l'historique de tous nos projets. On en a plus de 70 actuellement. Ça part, vous voyez, ici, avec des projets autour de la bonne santé, le bien-être, jusqu'à l'extrême, évidemment, une maladie sévère à risque de réhospitalisation. Très tôt, vous voyez, 2010, on part sur des projets qui étaient autour de la prévention secondaire, le diabète, la gériatrie, etc. Et puis on va vers une augmentation du panel de types de projets. Et on va même maintenant toucher jusqu'à la prévention populationnelle, jusqu'au big data. C'est vraiment dans notre feuille de route au final, mais plus précisément sur l'année 2018-2019, il y a des projets qui sont développés comme l'insuffisance cardiaque, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. On peut parler maintenant du diabète qui va se mettre en place, des éléments très, très précis qui se sont mis en place au cours de cette dernière année. Donc évidemment, la télémédecine historique, je vous ai dit, il faut arriver à la changer dans le nouveau texte qui est sorti, donc l'avenant 6, qui va donc financer ces actes de manière différente. Alors évidemment, actuellement, notre système dépendait évidemment du système du SIT, et on avait comme ça un financement qui arrivait chaque année. Ce système change, et donc on est obligé de changer notre mode de cotation de cette activité. Et effectivement, actuellement, grâce à toutes ces actions, en fait, on est en cours de refacturation de ces actes-là, si bien qu'on est encore au début, puisqu'on a pu, en 2018, financer qu'environ 200 actes, ce qui est très faible sur les 15 000 actes. Donc on a un vrai sujet autour de ça, comment transformer cette télémédecine historique en quelque chose qui va être financé régulièrement par les outils actuels. Et enfin, dans cette télémédecine historique qui concerne beaucoup la téléconsultation et surtout la téléexpertise, c'est comment arriver au domicile du patient. Ça, on ne l'a pas encore fait. Et donc, c'est développer des outils en fait, de téléconsultation à domicile ou de téléexpertise avec les soignants libéraux qui sont aussi des éléments qu'on va devoir développer donc dans les prochains mois. Pour revenir sur l'année 2018, j'ai fait un focus sur un élément de télésurveillance qui a bien marché. C'est l'insuffisance cardiaque chronique et la télésurveillance autour de ces patients. Puisque l'an dernier, on vous avait dit qu'on démarrait. Là, on est à 100 patients qui ont été télésuivis sur l'année dernière. Et si on regarde, donc c'est un capteur tout simple, c'est une balance à domicile avec des questionnaires à remplir tous les jours. Vous voyez, rien de bien compliqué. Et à l'autre bout, vous avez une infirmière qui regarde des alertes quasi quotidiennement et qui va pouvoir détecter comme ça les patients qui sont en risque de décompensation ou qui sont en train de décompenser. Si on regarde sur les 99 patients surveillés l'an dernier, sur une moyenne durée de suivi de 7 mois environ, on a quand même un nombre d'alertes sur ces patients de 469, avec un nombre d'alertes moyen par patient d'environ 5. Ce qui n'est pas rien quand même, vous vous rendez compte que ces patients sont quand même avec des risques importants. Quand on regarde les alertes les plus significatives, on en a à peu près un tiers parmi ces 5,4 alertes. Donc à peu près 2 sur 5 alertes significatives. Et quand on regarde sur ces alertes significatives, quand on regarde le taux de réhospitalisation de ces patients, on tombe qu'à 11% de réhospitalisation à 6 mois à peu près, sachant qu'en moyenne, ces patients, on est à des taux de 25 à 30% de réhospitalisation à la période de 6 mois. Ce qui est très encourageant vis-à-vis de ces données préliminaires sur ces 100 premiers patients dans l'insuffisance cardiaque. Donc évidemment, dans le projet Hors les murs, on a aussi ces POC, ces fameux POC. Alors le principe de ces POC, c'est évidemment de développer des innovations, pour le coup, un peu disruptives sur la manière de prendre en charge ces patients. Et un qui s'est développé en plus de la psychiatrie, de conciliation médicamenteuse, de l'oncogériatrie, c'est le domaine de la téléréadaptation cardiovasculaire. C'est un projet à la base de recherche sur lequel nous travaillons activement et on est en train de développer les outils et l'organisation pour être capable de faire du soin à domicile à la place de les avoir en centre de réhabilitation cardiovasculaire. Ça va concerner des patients coronariens qui viennent d'avoir un infarctus du myocarde et au lieu de venir en centre, ils seront à la maison, ce qui va répondre à une logique de déserts médicaux et de difficultés à venir dans les centres pour ces patients. Évidemment, dans ce cadre de projet de télésuivi, il est très important, selon nous, je vous ai dit qu'il y avait 5 alertes par patient sur l'insuffisance cardiaque par patient, c'est énorme, d'avoir des logiques de premier tri de test de ces alertes. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie de ces alertes ne sont pas significatives. Ces alertes qui peuvent être gérées par du personnel finalement peu expert de la maladie.
Et donc, il nous paraît très important à l'avenir d'organiser un télétriage des alertes de premier recours qui s'associera avec le tri réel des alertes significatives dans les services experts pour ne pas inonder de data les infirmières et les médecins qui sont associés à ces systèmes de télésurveillance. Et enfin, il va être important de tracer cette activité dans notre dossier patient. Ça aussi, ce n'est pas une culture habituelle autour de ces activités, mais surtout parce qu'on a des systèmes tierces qui sont évidemment doublés par rapport à notre DPI. Et donc nous avons aussi besoin d'avoir une logique de traçage d'activité de tout ce que l'on fait autour de la télésurveillance dans le dossier patient référence. En l'occurrence, nous, c'est un dossier qui s'appelle Orbis. Et ça, c'est une logique qu'on va devoir mettre en place dans les prochains mois également. Donc quelques exemples de réalisation pour être concret. Ça, c'est des activités que l'on a développées avec la société Bot Design, qui est ici représentée, et qui, vous voyez par exemple sur donc tout ce qui est ordonnance, par exemple, la conciliation médicamenteuse, capable de prendre en scan des photos de médicaments, les codes barres, les photos des ordonnances. Ça, c'est un exemple sur la pharmacie. Un exemple par exemple sur la gériatrie, avec là, vous voyez, un test fonctionnel, un SPPB qui permet de tester la fragilité des patients. Et plus à droite, un recueil de la fréquence cardiaque, et ça va même plus loin parce que ça va auto-guider le patient dans la réalisation des efforts en fonction de sa fréquence cardiaque, avec une oreillette qui est couplée en fait à la détection de la fréquence cardiaque. Et comme on a défini une plage de fréquence cardiaque cible, ça va lui permettre de dire trop vite, pas assez vite, etc. et de le gérer de manière autonome grâce à ces outils. Pour finir, dans notre stratégie, pour là où on en est, finalement, il y a deux grandes décisions qui ont été prises là récemment autour du projet d'établissement qui vont concerner la télésanté. Alors, sur quoi se basent ces deux décisions? On voit bien que cette innovation, elle est surtout technologique, on n'arrête pas le progrès, mais pour nous, on a besoin d'approprier en fait, l'innovation technologique auprès des soignants. Ça, c'est super important. On est obligé de faire le lien entre le soignant qui est devant son patient et les acteurs technologiques. Ce n'est pas évident, il y a des résistances au changement, et donc on a besoin d'accompagner ce changement. Deuxième point, c'est qu'on a la stratégie de l'ambulatoire. Vous savez, on réduit le nombre de lits, on est plutôt dans la stratégie de minimiser les hospitalisations des patients, mais l'ambulatoire ne va pas avec un outil numérique approprié pour suivre les patients, c'est bien logique. Or, on ne l'a pas vraiment. Troisièmement, le projet médical, il a été accompagné par l'ARS l'an dernier, et on a vraiment volonté de le développer encore plus et l'annualiser, le pluriannualiser dans le temps, avec des objectifs bien clairs vis-à-vis de ce que l'on vise. Donc ça, c'est un engagement qu'on aimerait tenir auprès de l'ARS et de co-construire comme ça un projet autour de la télésanté. Et enfin, plus récemment, le projet d'établissement qui a validé donc, la création d'une unité de télésanté qu'on dit transversale, et qui va permettre comme ça d'avoir une logique qui n'est pas qu'une approche silo, c'est-à-dire par pathologie, vous avez compris, comme tous les projets que je vous ai donnés, mais une logique également transversale. Et les deux vont se compléter pour avoir une certaine homogénéité et surtout un guichet unique pour les soignants qui sont motivés pour réaliser cette activité. Alors cette unité transversale de télésanté, elle a plusieurs objectifs. Donc former déjà les professionnels de santé, on en a parlé tout à l'heure en conférence plénière. C'est pas évident comme ça d'utiliser ces outils, il y a des résistances. Donc c'est former tous ces professionnels à faire de la télésanté et à connaître les outils. Aider au lancement des projets, on y reviendra avec France Lafis et Julia Sadje qui vous présenteront comment on accompagne ces projets, quelle est la méthodologie. Enfin, traiter des tâches communes à tous ces projets, parce qu'évidemment, quand vous aurez 100 patients, 1000 patients, 2000 patients, 3000, c'est pas pareil. Donc on a des services qu'on peut pouvoir mutualiser afin que, évidemment, les personnels soient plus facilement joignables et utilisables pour ces tâches-là. Alors ça va concerner la télésurveillance sur le premier tri, mais ça peut être tout simplement aussi de la téléconsultation pour être sûr que la consultation va se faire, vérifier les données techniques, la connexion, etc. Toutes des tâches comme ça qui sont communes finalement à tous ces projets de téléconsultation, voire de téléexpertise. Et enfin, un dernier point qu'on abordera avec Madame Navarre, c'est le thème du Living Lab. On veut être tourné vers l'innovation, la technologie n'arrête pas d'avancer et on veut être vraiment en connexion avec l'innovation pour la mettre au service des soignants et arriver pareil à avoir un guichet d'entrée qui soit relativement bien référencé pour les acteurs extérieurs et pas comme ça se produit actuellement avec plusieurs sollicitations diverses et variées et avec une sorte de bazar, j'ai bien aimé le terme de bazar de Dominique Pont, qui fait qu'on a vraiment beaucoup de sollicitations pas très bien cadrées et au final beaucoup de déceptions parce que malheureusement
comme on n'a pas bien cadré l'offre ou la demande, ça dépend de quel point de vue on se place, et du coup ça donne quelques déceptions avec des gens qui ont beaucoup avancé avec des acteurs, mais malheureusement quand on leur dit non, le cadre juridique, technique de l'hôpital, c'est pas exactement celui-là, et on fait des déçus. Voilà. Donc c'est important pour nous d'être en connexion avec un Living Lab et qui préfigure la suite. Voilà. À côté de cette unité télésanté, évidemment, qui est vraiment l'organe de transition numérique, je dirais, de digitalisation finalement de l'hôpital, on va avoir vraiment un besoin de gouvernance. Et à côté de cette unité transversale, on a décidé de créer vraiment une gouvernance de la télésanté qui va avoir comme objectif de regrouper des soignants, des administratifs et de décider des projets qu'on va soutenir. Ou au contraire, dire non, celui-là, on attend un peu, etc. Donc ça va vraiment être l'organe de décision en connexion évidemment avec la direction générale. Voilà, donc je vais laisser la parole avec plaisir sur le thème donc, du lancement des projets à Julia Sadje, qui va vous présenter la méthodologie de lancement des projets. Voilà, merci. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'une des missions de l'unité de télésanté qui va consister à recueillir et faire face aux demandes qui sont croissantes sur des projets de télésuivi à domicile. Donc là, dans cette partie, je vais vous parler seulement de télésuivi, pas de la téléexpertise ou de la téléconsultation. On a de façon hebdomadaire des projets qui arrivent à l'unité de télésanté. Et donc on s'est posé la question de comment on gère, comment on qualifie, comment on oriente, comment on accompagne ces nombreux projets. Donc la première chose qu'on a fait dans ce travail, c'était de recenser les projets de télésuivi. Alors ces chiffres que je vous présente là, ils ne sont pas exhaustifs dans le sens où nous, on s'est appuyé sur l'historique des demandes qui sont remontées à l'unité de télésanté. Donc bien sûr, il y a des projets qui se développent dans les services de façon autonome et parfois de façon un peu exotique. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a 62 projets de télésuivi qui sont recensés. Sur ces projets de télésuivi, on va voir différents types d'activités. Donc la principale activité qu'on retrouve, c'est la télésurveillance. Dans la télésurveillance, donc vous voyez, il y a 35 demandes ou 35 projets, 35 usages en télésurveillance. Il y a bien sûr la télésurveillance du type étape, mais pas que, puisqu'il y a certains projets de télésurveillance qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et puis, il y a aussi souvent de façon associée à la télésurveillance des demandes pour développer un accompagnement du patient sur un registre plus éducatif, donc c'est du téléaccompagnement. On a également, et ça c'est nouveau, des demandes pour du télésoin, donc Marc Labrini en parlait tout à l'heure. Sur le télésoin, on va être sur des situations où on a des professionnels dans les services qui souhaitent pouvoir réaliser à distance des séances de rééducation, par exemple avec les patients au domicile. Et on a également, c'est nouveau aussi, des demandes qui viennent des services pour développer des applications pour les patients qui vont leur permettre d'acquérir des compétences pour mieux gérer leur pathologie, d'avoir des informations également. Ces applications d'autosuivi, on est sur quelque chose que le patient va utiliser de façon autonome et donc pas en lien direct avec le service. Et c'est ce qui est un petit peu nouveau sur ces demandes pour nous. Donc quoi qu'il en soit, sur ces 62 projets, bien sûr, ils ne sont pas tous au même état d'avancement. On en a 13 qui sont concrètement lancés. Donc quand je dis concrètement lancés, ça veut dire dans lesquels il y a des patients qui sont pris en charge. On a une vingtaine de projets qui sont en cours de développement. Alors parmi ces projets en cours de développement, il y en a qui vont démarrer de façon imminente. Donc par exemple la réadaptation cardiovasculaire qui va démarrer à l'automne, et puis il y en a qui démarreront un petit peu plus tard. Les projets restants sont des projets qui sont à l'état d'idée pour lesquels il y a encore pas mal de travail. En termes de solutions numériques utilisées, on a 3 cas de figure, enfin en réalité 2 cas de figure. Le premier, c'est l'utilisation d'industriels en mode service, donc en mode SaaS. C'est typiquement pour les projets étapes, donc par exemple sur la simulation cardiaque, notre partenaire c'est Air Liquide. Et puis donc le deuxième type de solution numérique qu'on a, c'est ce qu'on est en train de développer donc, avec la plateforme mutualisée du CHU avec notre partenaire donc Bot Design, où on a donc maintenant un peu plus d'une dizaine de projets sur lesquels on travaille, et maintenant des usages également, donc c'est l'époque. L'idée de cette plateforme, donc c'est bien sûr c'est pas forcément de couvrir l'ensemble des demandes, mais c'est d'essayer d'avoir un maximum d'applications qui soient disponibles pour répondre aux besoins des services. En termes de modalités de financement, mais ça va être assez court. Concrètement, il y a peu ou pas de financement spécifique pour ces projets de télésuivi. Ceux qui ont des financements, c'est étapes ou des projets de recherche. Dans tous les cas, on est sur des financements qui ne sont pas pérennes.
Donc, cette première phase de recensement des projets, elle nous a permis de dégager des spécificités pour ces projets de télésuivi qui sont un peu différents, qui sortent du cadre habituel de prise en charge des patients à l'hôpital. Donc, dans les caractéristiques communes de ces projets, ce qui nous semblait important de souligner, c'est qu'on est vraiment sur des projets qui, au-delà du soin, sont des projets de santé qui sont orientés prévention et qui sont surtout orientés donc, parcours de santé du patient. Donc avec un fort lien avec la ville, le médico-social et le domicile à mettre en œuvre. Et également, du coup, l'objectif de ces projets de santé, ça va être de réduire les complications liées soit à une pathologie chronique, soit à une hospitalisation, avec en ligne de mire l'idée de réduire les hospitalisations. Donc ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a un fort impact médico-économique sur ces projets, et que même si pour l'instant on est sur des projets qui ne sont pas financés, qui n'ont pas donc du coup un financement dédié, qui ne rapportent pas à l'hôpital également pour le moment, on est quand même sur des projets qui, si on se place sur une vision globale et à moyen terme, vont pouvoir être un levier pour la transformation de notre système de santé. Si on revient sur un côté un peu plus pratique, c'est des usages qui sont innovants et qui impactent en profondeur la prise en charge et le processus de prise en charge des patients, qui modifient également la relation thérapeutique habituelle du patient avec son thérapeute. Ça veut dire que la dimension organisationnelle et l'accompagnement au changement va vraiment être quelque chose de primordial pour que les projets puissent se mettre en œuvre et puissent être efficaces. Donc, de ces caractéristiques communes, on a conclu qu'il était nécessaire de qualifier ces projets avec cette approche systémique qui prenne en compte les différentes dimensions des projets de télésuivi. Pourquoi qualifier ? Pour nous, il y a deux idées. Il y a la première qui est d'orienter ces projets vers des structures existantes quand il y en a. Dans l'unité télésanté, on n'a bien sûr pas pour vocation de reproduire des accompagnements qui existeraient soit en interne, soit en externe au niveau régional. Mais bien d'orienter les projets de façon précoce vers ces structures. L'autre élément, c'est quand il y a des projets qui ne rentrent dans aucun mode d'accompagnement, c'est de pouvoir leur permettre d'être mis en œuvre, d'être évalués en interne. Et pour cela, la qualification des projets, ça va nous permettre d'être un outil d'aide à la décision pour la fameuse gouvernance de télésanté dont Marc parlait tout à l'heure. Donc cette grille de qualification, on l'a conçu en se basant sur l'existant, donc on n'a rien inventé, on n'était pas hors sol. On s'est appuyé, sur les documents de référence édités par l'ANAP, l'HAS sur l'aspect qualité. On s'est également inspiré du rapport numérique et santé pour les aspects éthiques. Et puis, on s'est intéressé aux fiches de qualification existantes, donc on a regardé ce qui se faisait, notamment au niveau de la région. On s'est également appuyé sur les ressources qu'on avait en interne, puisque à l'hôpital, on a la chance d'avoir des unités qui sont spécialisées et dédiées, donc déjà avec un travail de qualification, on travaille sur des indicateurs, donc sur le SI à la DSIO, sur les aspects médico-économiques, on a aussi des unités dédiées. Donc on s'est inspiré de leur travail et de leurs indicateurs. Et enfin, on s'est appuyé sur le retour des acteurs des projets de télésanté avec lesquels on travaille de façon quotidienne. Donc que ce soit les professionnels de santé, les industriels ou les usagers, ça c'est quelque chose qui est important et qu'on a envie de continuer à mettre en œuvre, puisque le retour des acteurs, ça nous permet vraiment de voir quels sont les questionnements, quels sont les facteurs de réussite, mais aussi les points de vigilance pour les projets à venir. Donc au final, notre grille de qualification, elle est assez dense. On est sur un document qui fait une 15aine de pages. Alors nous, à l'hôpital, on est bien conscient, à l'hôpital, mais comme ailleurs, on est bien conscient qu'avoir un document de qualification papier de 15 pages, c'est la meilleure façon pour faire en sorte qu'un projet n'aboutisse jamais. Donc, on est en train de travailler sur 2 niveaux de lecture pour cette grille de qualification. L'idée, c'est d'avoir un masque de saisie avec une version simplifiée dans laquelle le porteur de projet va pouvoir rentrer ses premiers éléments, avoir un feedback sur des éléments pour évoluer et progresser. Et ensuite, donc, le niveau plus complexe de qualification, on le fera avec eux en accompagnement. Donc je ne vais pas vous présenter les 15 pages de la grille, mais on voulait quand même, alors je ne sais pas trop ce que vous voyez là-dessus, mais on voulait vous montrer un peu la démarche qu'on avait eue pour l'élaboration de cette grille. Nous, on a placé le projet de télésanté au centre, donc c'est ce que vous voyez au milieu de la carte mentale, et on s'est posé la question suivante. Notre projet de télésanté, pour qu'il fonctionne, pour qu'il puisse être mis en œuvre, pour qu'il soit faisable, pour qu'il soit utile,
quelles sont les questions que je dois me poser? Alors, il y a des choses qui sont assez classiques là-dedans. Vous allez retrouver qui gouverne, qui gère le projet, qui a lancé le projet. Vous allez retrouver la question du pourquoi, quel est l'intérêt clinique du projet. Donc ça, c'est important. À quelle population on s'adresse, quel service je rends à la population, et surtout, en quoi la solution de télésanté va apporter une plus-value et va permettre de répondre aux problèmes posés. Et avec quelle solution en termes de télésanté. On a aussi donc tout ce qui est cadre réglementaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis le comment, donc les moyens dont on dispose et les moyens dont on ne dispose pas. Là-dessus, sur les moyens, on s'est attaché à développer un point particulier sur la démarche qualité. Pourquoi la démarche qualité? Parce que c'est une garantie d'avoir un soin qui est pertinent, et aussi parce que évaluer, ça se prépare. Donc si on veut pouvoir demain avoir des indicateurs, faire remonter des indicateurs pour dire effectivement on a un impact clinique, on a un impact médico-économique, il faut engager les acteurs et les porteurs de projets à se questionner assez tôt sur les indicateurs qu'ils vont vouloir faire remonter. Le dernier point donc, sur lequel on a réfléchi cette année, c'est le point éthique. Donc, on l'a vu encore tout à l'heure, donc avec l'intervention de Dominique Pont, l'éthique c'est vraiment au centre de la réflexion sur le numérique. Nous on s'est attaché à se questionner donc, sur les valeurs en termes d'usage, parce que quand on a un projet de télésanté qui arrive dans un service, ça engage des changements organisationnels, ça engage des changements de pratiques et des questions. Est-ce qu'on crée des emplois? Est-ce au contraire, on enlève des postes? Est-ce qu'on modifie des postes? Comment on accompagne le changement? Donc voilà, on a commencé à réfléchir à tout ça. Pour terminer, donc sur cette grille de qualification, ce qu'on voulait également mettre en perspective, c'est que c'est une grille qui est évolutive. L'idée, c'est bien sûr qu'elle s'enrichisse avec les usages, mais qu'elles s'enrichissent aussi avec les autres démarches de qualification et de labellisation qui sont en cours, bien sûr au niveau national, au niveau régional, puisqu'il y a des démarches qui sont en cours à ce propos, et puis au niveau local, pour s'articuler avec les démarches de labellisation qui se font aussi en interne, et notamment avec l'Innovopol. Voilà. Sur ce, je vous passe la parole sur l'Innovopol. Alors bonjour à tous, donc du coup je fais la suite. Alors on va prendre un peu plus de recul, mais ça se situe vraiment dans le prolongement de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Donc on vous a présenté la démarche qui était e-santé du CHU. En parallèle, on a une démarche de création de l'Innovopol Santé qui est en synthèse l'idée de pouvoir accompagner le développement des innovations technologiques en santé pour qu'elles soient en adéquation avec les besoins et que du coup elles accèdent plus rapidement au marché et donc aux professionnels de santé et aux patients. Donc pour commencer, je vais peut-être me mettre un peu plus par là, sinon je cache les diapos. Donc voilà, on rappelle rapidement de la cible et de l'objectif, donc d'assurer ce développement et d'assurer la coordination avec les attendus. Donc on l'a dit, on a une réglementation qui est de plus en plus développée, donc l'idée c'est de pouvoir accompagner et avoir ce conseil en termes de réglementation sur ces innovations, de faire le lien avec le besoin des patients et des professionnels de santé, puisqu'on peut partir d'une idée ou d'un projet qui viennent des industriels ou des professionnels du CHU, qui au départ ont une visée de répondre à un attendu d'un patient. Et surtout le cheminement du développement, on peut perdre un petit peu cet usage et à la fin se retrouver avec un produit qui ne répondra pas spécifiquement aux besoins et qui du coup ne trouvera pas sa place dans le marché et donc ne bénéficiera pas aux patients. Donc on est vraiment dans cette visée usage. Pour ce faire, donc la démarche que l'on a commencé à engager, c'est d'avoir un lien, une coordination entre tous les acteurs du territoire. Donc l'idée, c'est de vraiment faire l'interface entre les différents acteurs et de se positionner. Alors j'ai vu que vous aviez la même logique, mais c'est de se positionner dans les interstices. Il y a pas mal de choses qui sont faites déjà aujourd'hui, beaucoup de structures, d'échanges. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir cette cartographie de ce qui se fait aujourd'hui et de pouvoir se positionner dans ces interstices pour être complémentaires et avoir ce lien tous sur la même optique. Et c'est enfin l'idée d'avoir un suivi et un accompagnement personnalisé. Voilà, on a certains points de contact qui se forment
plus à raison de personnalité. Et là, l'idée, c'est de permettre d'avoir ce lien entre l'extérieur industriel et en interne, qui soit dès le départ et jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du projet. Le périmètre de l'Innov Pôle Santé que l'on est en train de construire, donc c'est là où on fait le lien aujourd'hui, c'est sur les dispositifs médicaux, on capitalise sur la plateforme EDIT qui avait été mise en place il y a quelques années, et c'est de le développer sur les objets connectés et leur impact dans l'organisation des soins et le parcours de santé, donc, qui s'inscrit en cohérence avec ce qui vous a été présenté. Donc sur le positionnement de l'Innov Pôle Santé, en synthèse, juste pour rappeler ce que je viens de vous dire, donc c'est au carrefour des relations, avec des interlocuteurs identifiés que je vous présenterai à la fin, et donc l'accompagnement personnalisé. Donc cette plateforme qui est, on va dire, dématérialisée, qui est vraiment une plateforme d'accompagnement, elle sera incarnée sur un lieu que l'on appelle Totem, qui sera un lieu de rencontre entre les partenaires extérieurs, notamment voilà, les différentes entreprises qui peuvent avoir des projets ou des prototypes, et les professionnels de santé et les patients. On reste toujours dans l'idée de la correspondance avec les attendus et le besoin. Donc ça sera un espace qui sera modulable, qui sera un espace de rencontre pour pouvoir échanger, faciliter ces échanges, mais aussi un espace de showroom où l'on puisse voilà, tester et présenter les différents projets. Ce lieu sera à proximité d'un site hospitalier, facilement accessible pour tous les partenaires extérieurs et proche évidemment des patients et des professionnels de santé. Et donc ça permettra d'avoir ce lieu d'animation et de visibilité. Plus spécifiquement donc, sur les missions qu'on va assurer au sein de cette Innov Pôle Santé pour pouvoir promouvoir ces nouvelles technologies en santé. Ça sera, comme je vous le disais, au niveau du lieu Totem, une animation et une orientation dans la construction de projets collaboratifs. Donc ça sera vraiment cette rencontre et l'orientation, soit en interne, nous au niveau du CHU, pour les compétences sur lesquelles on pourra répondre, soit une orientation vers d'autres partenaires que je présenterai juste après, pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes qui peuvent émerger dans le cadre de ces rencontres. La deuxième mission, ça sera l'expertise et le conseil dans le développement d'innovation. Donc ça, c'est une forte demande, en tout cas, qu'on est en train qu'on confirme en rencontrant au fur et à mesure les entreprises sur ces nouvelles technologies en santé. Et c'est d'avoir cet accompagnement sur le marquage CE et sur le dossier de demande d'inscription, en tout cas de remboursement. Donc on essaiera de pouvoir accompagner en s'appuyant sur les compétences dont on dispose au niveau du CHU. Et enfin, la troisième mission que le Dr Labruni vous a évoquée juste avant, c'est sur la construction d'un Living Lab, avec notamment la fondation I2ML pour avoir ce lieu où l'on pourra vérifier l'usage avec les patients et les professionnels de santé pour s'assurer que les projets développés vont répondre aux besoins. Donc, comme je viens de vous le dire, on est en train de construire ce projet avec les différents partenaires du territoire. Donc, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive. Hein. On la complète au fur et à mesure des rencontres. On essaye de faire vraiment une cartographie de ce qui est proposé aujourd'hui sur le territoire, alors que ce soit par les pôles de compétitivité, les clusters au niveau industriel, que ce soit avec les collectivités territoriales, les autres établissements de santé, ou les écoles. Donc on est sur cette discussion qui nous permet également de développer vraiment le côté e-santé avec un travail qui est initié avec le GIP et le lien avec le Lab e-santé national. Alors, si on revient à la technique, comment on a travaillé pour développer les POC et ce qui a suivi? On a travaillé d'abord avec l'ARS et avec Réseau Occitanie, parce que l'objectif, c'était de voir comment notre outil pouvait éventuellement être complémentaire avec ce qui était l'outil de PPS. À l'époque où on a commencé, c'était Web PPS, et de travailler avec les plateformes territoriales d'appui quand elles seraient en capacité de commencer réellement.
On a travaillé aussi avec le GIP, parce que l'objectif, c'était vraiment de se dire qu'on n'allait pas développer une application de plus. On est dans une logique de subsidiarité par rapport au régional, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'outil régional, on peut en développer un pendant une période temporaire, le temps que la région le prenne ou ne le prenne pas. Et donc l'objectif, c'était vraiment de dire que l'outil qu'on était en train de travailler, soit à terme, il passait à la région, soit il était labellisé par la région, soit on prendrait celui que la région proposerait dans le cadre de sa plateforme globalement de services aux professionnels et aux patients. Ensuite, cette plateforme, la grande idée de cette plateforme mutualisée, c'était de dire, reprenez ce que disaient les médecins modernes, enfin les médecins plus jeunes, ils disaient vos outils, ils sont pas adaptés, ils sont pas conformes aux usages que les gens ont actuellement dans la vie courante. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'aller jusque chez le patient et d'avoir une messagerie instantanée santé qui intégrerait l'équipe soignante, mais aussi le patient pour cette nouvelle relation complémentaire des outils de télésurveillance habituels. Alors, cette messagerie instantanée, elle a été complétée aussi, bien sûr, par un outil de télésuivi avec des interfaces aussi innovantes que sont les bots, et de la voix sur IP pour aller jusqu'à la téléconsultation et au coaching à domicile. Donc, on a donc développé les premiers POC avec donc cette bulle de communication sécurisée vers le domicile, avec des bots qui intègrent donc des questionnaires ponctuels qu'on peut utiliser par exemple quand on veut qualifier une consultation pour optimiser la venue à l'hôpital. Donc la capacité, quand on prend un rendez-vous avec le patient, d'envoyer un questionnaire pour qualifier, pour savoir si c'est le bon moment et si c'est le bon médecin. La possibilité aussi de passer des protocoles de télésuivi à domicile. Et puis, la possibilité de travailler avec une application sur le mobile, puisqu'au départ, on était sur une interface de genre store. Et puis de développer des choses, des unités d'œuvres spécifiques. Alors, on a commencé par les 3 premiers projets. Et puis, on a continué à enrichir les fonctionnalités pour pouvoir intégrer d'autres projets. Donc, on a fait le projet de l'OMS, donc pour tout ce qui était le dépistage de la fragilité. Donc là, on a rajouté des modules spécifiques, par exemple, pour être capable de mesurer le nombre de fois où le patient allait pouvoir s'asseoir dans un temps donné. Donc, il y a vraiment des choses qui deviennent spécifiques. Et puis là, on est en train d'intégrer les projets qui sont des projets où on intègre des objets connectés, où on intègre aussi donc la téléconsultation à domicile, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît de plus en plus. C'est que quand on est dans une logique de télésuivi du patient, la téléconsultation, ça devient naturel. On passe de la télésurveillance à la téléconsultation assez naturellement. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en train d'apparaître et dont a parlé Julia, c'est tout ce qui est l'auto-coaching du patient. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans le monde du web, il y a tout un tas d'opérateurs privés et des GAFA en particulier qui se mettent à offrir aux patients des outils qui les rendent en fait prisonniers très tôt de services qui permettent surtout de récolter des données. Et en particulier, on a vu dans le cas des règles des adolescentes qu'il y avait ce qu'on appelle la menstrutech. Il y a plein d'industriels qui offrent actuellement des services qui permettent de s'auto-coacher, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de la relation avec le patient, mais qui permettent de s'auto-coacher sur des protocoles qui ne sont pas forcément validés par les médecins, et surtout qui laissent partir les données de plus en plus et à partir du plus jeune âge. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait travailler aussi sur ces logiciels d'auto-coaching du patient. Il y en a 62 à adresser. Et l'idée, vraiment, c'est de se dire que cet outil qu'on est en train de travailler, qui intègre de la messagerie instantanée avec le patient, qui intègre des outils de télémédecine avec la téléconsultation à domicile, des choses autour de la capture de différentes données à domicile, aussi vraiment des protocoles de télésuivi. Ça s'intègre complètement dans l'espace numérique de santé, et on est en train de travailler aussi sur comment labelliser ces différents services.
Pour répondre à ces défis, on doit avoir un système d'information hospitalier qui doit sortir de ce centrisme et puis s'appuyer sur un guideline puissant pour nous. Ce sont les 5 grandes orientations de Ma Santé 2022 sur le volet numérique. Alors, renforcer la gouvernance numérique, c'est impératif au sein de notre établissement, mais aussi avec nos partenaires à l'extérieur. Intensifier la sécurité et l'interopérabilité des données. Là, c'est un incontournable, je dirais, le chantier majeur. L'interopérabilité normalisée, c'est ce qui va nous permettre de remporter le défi. Le cadre d'interopérabilité qui sera proposé, c'est vraiment un challenge pour nous dans les établissements de santé. On doit aussi renforcer notre relation avec nos éditeurs, leur imposer. Il faut qu'on soit dans une logique de labellisation. Accélérer le déploiement de nos services numériques pour nos soignants, pour le patient, mais aussi pour nos partenaires. Vraiment une notion hors des murs. Le déploiement des services nationaux, bien entendu, c'est un peu le challenge, la cible à atteindre. Et puis soutenir l'innovation, c'est tout ce que vous avez vu auparavant. Ça n'appartient pas à la technique, ça n'appartient pas au système d'information, mais pour autant, on en est le porteur, le soutien. Alors vous voyez ce schéma qui était présenté il y a peu par Dominique Pont, enfin, en plénière. Il va falloir qu'on décloisonne. Pour nous, pour le CHU de Toulouse, c'est travailler sur nos socles. La confiance, l'ouverture, la souveraineté de données, l'interopérabilité, les applications, le bouquet de services. Une dimension, je dirais, ambitieuse, mais ô combien nécessaire pour remporter ce défi. Alors ce défi, c'est quoi? C'est d'amener notre CHU vers une dimension numérique, une vraie stratégie de santé numérique 3.0, qui nous emmène vers un bouquet de services, vous voyez, nouvelles tâches externes dans le cadre du parcours. Cette notion de parcours, elle est incontournable. Demain, la stratégie de santé, elle est vraiment hors des murs, au travers des parcours de soins, au travers de la tarification parcours, mais aussi dans la gestion avec nos partenaires, les médico-sociaux. Donc la notion d'aller vers un système d'information le plus cohérent, le plus interopérable, sans forcément imposer ou être dans le dogmatisme, c'est un incontournable. Alors on a une dimension grand public sur laquelle on doit s'ouvrir, une dimension patient sur laquelle on doit accélérer les choses, et une dimension médecine de ville. Là aussi, pour pouvoir faire du recours à la télésanté, on est un des chantiers les plus représentatifs. La dimension device, pour faire un peu de technique, c'est toutes les nouvelles approches, que ce soit l'IoT, ce qu'on va appeler les technologies des objets par l'Internet, hein. Vous y retrouvez au domicile, la télésanté, le télésuivi, mais au-delà de ça, le quotidien. Il faut qu'on en soit un acteur majeur pour l'intégration dans notre système d'information. Et puis l'hôpital hors des murs, avec une transformation profonde des pratiques. Je viendrai juste après, parce qu'effectivement, on est un socle. On doit répondre aux besoins de la population, du patient, de la santé, mais ça va être disruptif. Et là, il y a un vrai enjeu pour l'ensemble des partenaires qui prennent en charge le patient, c'est d'intégrer une transformation numérique dans leurs pratiques cliniques. Alors, pour nous, ça repose en quelque chose de simple, mais combien complexe à mettre en œuvre. C'est d'avoir un projet, un schéma directeur du système d'information qui nous permette d'aller vers la pointe. Alors, bien entendu, la dimension recherche, la big data, l'intelligence artificielle, mais au-delà de ça, ouvrir notre récit sur le territoire. Sortir des murs. Alors, au final, ce chantier, ce défi qui s'offre à nous, c'est d'aller vers une cible Ma Santé 2022 et de son volet numérique pour une stratégie vraiment ambitieuse d'un hôpital 3.0, qui sort de la dimension juste technologique, juste high-tech, qui va jusqu'à l'usage, jusqu'aux pratiques. On sort du stade hospitalo-centré. On vise une dimension régionale. On est en connexion avec tout ce qui foisonne dans notre région, mais aussi au niveau national, pour vraiment être, pas précurseur, mais
accompagner cette transformation profonde. On a un cadre d'urbanisation qui va nous structurer. C'est primordial. J'insiste sur ce volet parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Et en interne, dans notre système d'information, dans toutes ces dimensions, mais aussi à l'externe. On va renforcer nos socles techniques. On va s'assurer d'une souveraineté de nos données pour pouvoir aller vers des chantiers ambitieux. Alors, il y a une volonté de labellisation de nos projets. Elle est profonde. Elle part des pratiques de soins, des soignants, mais aussi sur une vision plus technique. Les projets doivent être labellisés, garantir qu'on est compatible avec le besoin national, le besoin régional et le besoin pratique du quotidien. Cette logique-là, elle va être, je dirais, un pilier de la réussite et de la réussite de la transformation vers ma santé 2022. On intègre l'innovation comme moteur de la transformation de notre établissement. Alors, tous les objets connectés que je vous disais, la dimension open pour le territoire, pour le GHT. Petit bug. Alors, cette dimension de transformation numérique, je le répète, pour nous, pour moi, c'est une dimension de transformation clinique, transformation des pratiques. Plus que jamais, notre défi, c'est d'avoir des utilisateurs, ce qu'on appelle nous maîtrise d'ouvrage, dans les langages un peu techniques, qui soient complètement embarqués dans la démarche. Même plus qu'embarqués, accompagnantes, transformantes. C'est une condition interne à la réussite. Et cette condition interne, elle est vraie pour l'externe. Parce que vraiment, la dimension de soins sur le territoire, sur une région, dont la notion de parcours va être profonde pour tous les usagers des systèmes d'information, des systèmes numériques. Et puis, il y a une gouvernance, une organisation à construire autour de la télésanté. Vous voyez, on est en train de la structurer de manière assez profonde, assez large. Et je terminerai par un dernier point, qui est une dimension aussi partagée au sein de cette unité de télésanté, au sein du CHU, c'est la dimension éthique. Et cette dimension éthique, encore plus avec le numérique, encore plus avec des données populationnelles, avec l'intelligence artificielle, doit être, je dirais, une forme de présidence à nos orientations et à, je dirais, la révolution de ma santé numérique qui est en marche. Merci. Bon, mais merci à tous les acteurs. Voilà, donc on vous a résumé un petit peu ce qui s'est passé depuis l'an dernier. On a fait quelques petites choses, vous avez vu. Tout n'est pas fini pour autant. On a une feuille de route encore longue. Donc je crois que vous avez compris qu'on a, de manière générale, soignants comme administratifs, vraiment pris le chemin maintenant vers vraiment des projets qui vont aboutir, qui aboutissent déjà d'ailleurs certains, mais on espère bien plus évidemment. Peut-être que vous avez des questions sur ce qu'on a essayé de vous proposer, en tout cas ce matin. Thank you.